Encore un attentat à la voiture piégée dans le secteur chrétien de Beyrouth, au moins 45 morts. Affaire Greenpeace, la presse française s'impatiente devant le silence de la classe politique et se demande qui va en faire les frais. Encore une moisson record pour les céréaliers français, mais paradoxe, ils s'inquiètent car l'abondance fait baisser les prix. Formule 1, Niki Lauda annonce sa retraite, mais pas pour tout de suite, il terminera d'abord cette saison. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après plus d'un mois de calme relatif, le Liban semble entrer de nouveau depuis le début de la semaine dans le cycle de la terreur. À Beyrouth, un nouvel attentat, la voiture piégée, a fait aujourd'hui au moins 45 morts. Une fois de plus, comme il y a 3 jours, c'est la population chrétienne rassemblée dans le secteur est de la capitale qui a été atteinte. Francine Raymond. C'est devant un des supermarchés les plus fréquentés du secteur chrétien au nord de Beyrouth que la voiture piégée a explosé à une heure de très forte affluence. 250 kg d'exogène placés dans une voiture, explosif 4 fois plus puissant que le TNT. Les dégâts sont impressionnants, un cratère d'1 mètre de profondeur, des corps calcinés et des dizaines de voitures endommagées. Après 3 heures d'efforts, l'incendie maîtrisé, les secouristes fouillaient encore les décombres du magasin pour retrouver des victimes ensevelies. Il faudra plusieurs semaines pour connaître le bilan exact de cet attentat. Il s'agit du 2e attentat à la voiture piégée dans le secteur chrétien de Beyrouth en 4 jours. Cette zone chrétienne, à 15 km au nord de Beyrouth, se trouve dans un secteur contrôlé par les phalangistes, proches du président Amin Gemayel, passé sous le commandement des forces libanaises. Le comité exécutif des forces libanaises qui a réagi à l'attentat en annonçant que ce nouveau crime contre les régions chrétiennes ne resterait pas impuni et que la riposte serait à la mesure de ce que les chrétiens subissaient. Mais la riposte contre qui? C'est toute la question. L'attentat de ce matin n'a pas été revendiqué. Ce regain de violence à Beyrouth intervient au moment où les manœuvres politiques pour clarifier les positions étaient pourtant bien engagées, aussi bien du côté des musulmans après le sommet de Chtora que du côté des chrétiens qui ont retrouvé eux aussi leur unité. Ces attentats à la voiture piégée ne font qu'entretenir la confusion et surtout sèment encore une fois la panique chez les chrétiens du Liban. Affaire Greenpeace, après que la presse française ait acquis maintenant la certitude que nos services secrets sont bien les responsables de l'attentat, tout le monde attend les conclusions de l'enquête conduite par Bernard Tricot. Il devrait les déposer dans le courant de la semaine prochaine. Mais, d'ores et déjà, alors que l'ensemble de la classe politique reste muette, on se demande qui va faire les frais de cette affaire et le même nom revient sous toutes les plumes, celui du ministre de la Défense, Charles Hernu. Chantal Bretz. Il faudra attendre plusieurs jours encore les conclusions de l'enquête que mène Bernard Tricot, désigné par le président de la République pour faire toute la lumière sur les responsabilités dans l'attentat contre le Rainbow Warrior. Mais cela fait plusieurs jours déjà que la presse française unanime découvre que la responsabilité en incombe bel et bien au service secret français. Reste toujours à expliquer la maladresse trop apparente de ces agents de la DGSE, normalement bien entraînés, et qui ont pourtant semé ici les indices comme autant de petits cailloux qui les accusent aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que le fait divers du mois de juillet est devenu affaire d'État. 2 quotidiens français braquent aujourd'hui leurs projecteurs sur le ministre de la Défense, Charles Hernu, ministre de tutelle de la DGSE. Dans sa lettre à Laurent Fabius, François Mitterrand promettait des sanctions exemplaires. On avait alors pensé qu'il entendait ainsi mettre en évidence un piège qui lui était tendu. On peut se demander aujourd'hui si le président de la République n'a pas voulu exorciser le syndrome du Watergate en déclenchant lui-même une enquête qu'il savait de nature à éclabousser son gouvernement. Graves incidents la nuit dernière en Guyane entre des légionnaires et la population civile. Dans la ville de Kourou, où stationne le 3e régiment étranger d'infanterie, un groupe de légionnaires a lancé une expédition punitive contre les habitants pour venger le meurtre d'un déserteur. Les civils ont réagi en s'armant de fusils de chasse. La bagarre s'est généralisée. La police et la gendarmerie sont intervenus pour ramener le calme. Bilan de ces affrontements, 1 légionnaire tué, 19 personnes blessées, dont 4 civils. Charles Hernu vient d'envoyer sur place l'inspecteur général de l'armée de terre pour mener une enquête.
Le pape Jean-Paul II achèvera bientôt sa tournée en Afrique. Il est en ce moment au Kenya, où ce matin il a côtoyé les lions et les éléphants dans un parc naturel. Et puis dans la capitale, Nairobi, il a prononcé un grand discours pour condamner la contraception, l'avortement, mais aussi la polygamie, ce dernier thème n'étant pas indifférent dans ce pays où la pratique est très courante. Gérard Pinson. Ancienne colonie britannique, le Kenya, 19 millions d'habitants, compte 40% de protestants et seulement 20% de catholiques. Mais si son implantation date d'à peine 30 ans, le catholicisme est actuellement en plein essor au Kenya, à tel point que le cardinal archevêque de Nairobi, Monseigneur Otunga, a pu se permettre de combattre vigoureusement la récente campagne du pouvoir en faveur de la contraception. Et c'est ici que le pape est venu clôturer un 43e congrès eucharistique, le premier en Afrique noire, sur le thème de la famille chrétienne. Mère Teresa et les 45 000 fidèles assemblés au stade de Nairobi ont donc entendu Jean-Paul II célébrer les vertus du mariage chrétien indissoluble et dénoncer pour la première fois depuis le début de son voyage en Afrique la polygamie et ses coutumes telles que la répudiation de la femme stérile. Le souverain pontife a concrétisé son propos en célébrant les mariages d'une trentaine de couples. Parmi ceux-ci, 2 jeunes Maasai, récemment baptisés, et déjà mariés selon les traditions de leur ethnie. Mari et femme ont l'honneur et le devoir de mettre au monde des enfants et de les élever, a affirmé Jean-Paul II, dans un pays où une croissance démographique record de 40 pour 1000 incite le pouvoir politique à tenir un tout autre discours. Au Japon, l'enquête sur les causes de l'accident du Boeing Tokyo-Osaka semble progresser rapidement. Avant même d'en connaître les conclusions définitives, plusieurs compagnies qui utilisent des 747 ont entrepris une inspection spéciale de leurs appareils. C'est le cas de la KLM, d'Air Canada, de la British Airways et bien sûr de Japan Airlines. Car une nouvelle hypothèse est apparue hier, la catastrophe pourrait avoir comme origine un défaut dans une cloison à l'arrière de l'avion. Hélène Riesacher. La cloison séparant le fond de la cabine passager de l'extrémité arrière de l'avion a donc été retrouvée, éclatée comme une peau d'orange. Cette cloison de 1 mm d'épaisseur, en forme de couvercle, est étudiée pour résister à la pression de l'air circulant dans la cabine. D'après le témoignage de l'hôtesse de l'air survivante, une explosion s'est produite à l'arrière de l'appareil et l'on voyait le ciel par un trou dans la carlingue. Hypothèse des enquêteurs. Si réellement la cloison s'est rompue pendant le vol, l'air sous pression de la cabine a pénétré violemment dans la queue de l'appareil non pressurisé et fait éclater l'empennage. On en a retrouvé 34 morceaux dans le Pacifique au large de Tokyo. Sans empennage, l'avion est incontrôlable. Mais pourquoi cette rupture de cloison ? En 1978, après un atterrissage manqué, la partie arrière du 747 avait raclé la piste sur plus de 400 mètres. Malgré les réparations, la queue de l'avion serait-elle restée plus fragile ? Ou alors s'agit-il d'un défaut de structure? Pourtant, sur les 618 747 livrés dans le monde depuis 15 ans, 15 seulement ont été retirés du service. Jusqu'à présent, aucune faiblesse notable de cloison n'a été signalée. Et pendant sa durée de vie, chaque appareil est très rigoureusement contrôlé. En moyenne, sur les grandes compagnies, une inspection de 2 jours chaque mois, une autre plus spécialisée chaque année et durant 5 jours, et ce qu'on appelle la grande visite, tous les 5 ans, véritable désossage de l'avion. De plus, avant chaque vol, l'avion est examiné au hangar, puis sur la piste. Alors, l'un de ces contrôles a-t-il été mal fait? Ou encore, y a-t-il eu explosion à bord? Les enquêteurs attendent beaucoup de l'expertise des boîtes noires. Les céréaliers français devraient être contents. La moisson 85, qui s'achève en ce moment au nord de la Loire, sera une fois de plus exceptionnelle, puis presque aussi bonne que celle de l'année dernière, qui était la récolte du siècle. Mais, décidément, rien n'est jamais parfait, car maintenant, il va falloir vendre ces céréales. Et, du fait de l'abondance, les cours baissent et les débouchés se restreignent. Le reportage de Claude Guénaud et de Philippe Guinet. Mais que va-t-on faire de tout ce blé? C'est la question que commence à se poser, non sans angoisse, un demi-million de producteurs de céréales qui terminent d'engranger la seconde récolte du siècle. Un nouveau record en passe de devenir la règle grâce à un important gain de productivité obtenu à l'aide de nouvelles semences et de traitements chimiques plus efficaces. Jusqu'en 1950, on récoltait en moyenne 15 quintaux de blé à l'hectare. Aujourd'hui, on atteint facilement 60 quintaux, voire 80 et plus dans des régions comme la Beauce et la Brie. Lors de la précédente campagne, cette abondance de grains avait pris au dépourvu les coopératives. Cette année, elles ont été prévoyantes en augmentant leur capacité de stockage. Pas de problème de stockage à court terme. En revanche, en termes de débouchés, nous sommes dans une situation momentanée délicate.
à savoir que nos acheteurs sur le marché mondial, qui représentent les 2/3 de nos débouchés, sont absents. C'est en effet le point noir, les clients se font rares. Les céréaliers français peuvent certes compter sur les marchés italiens et allemands pour écouler une bonne partie de leur production, mais moins sur l'URSS, notre troisième client. La récolte cette année en URSS a été meilleure, et puis les soviétiques attendent une nouvelle baisse des cours pour passer leurs commandes. Du côté du tiers-monde, les besoins sont importants, mais il n'y a pas d'argent. Enfin, la concurrence américaine se fait de plus en plus virulente. Conséquence, le marché est aujourd'hui déprimé et les prix au plus bas. Dans ces conditions, on peut se demander si les gains de productivité arriveront à compenser la chute des cours. On faisait abstraction de l'année exceptionnelle qui était l'année de la récolte 84. Si on faisait une comparaison par rapport à 1983, eh bien, sur la base des prix actuels, avec les rendements que l'on a, les revenus des céréaliers en 85 seraient inférieurs à ceux de 83. Un palliatif pour les céréaliers, le marché commun, qui paie la différence entre le prix du marché, 118 francs, et celui fixé par Bruxelles à 125 francs. Mais cela va coûter très cher à l'Europe verte, à moins que le marché ne se redresse. En réalisant à quelque chose près le même volume d'exportation que l'année dernière, que ce soit à destination de nos partenaires de la communauté, que ce soit à destination de nos clients sur le marché mondial, et notamment de l'Union soviétique, chose qui nous paraît tout à fait possible, nous avons un marché qui peut s'équilibrer correctement. L'enjeu des céréales pour la France est important. Sur les 50 millions de tonnes qui seront produites cette année, 1/3 iront à la consommation intérieure et 2/3 seront exportés. Ce qui fait de la France le second exportateur mondial de céréales derrière les États-Unis. Des exportations qui ont rapporté l'année dernière plus de 30 milliards de francs à la balance commerciale, autant que les ventes d'armes, de quoi payer 1 mois et demi de factures pétrolières. Sport, 2 Français champions du monde de kayak, Philippe Socara et Pascal Boucherie, ont remporté la médaille d'or du kayak biplace sur 1000 mètres au championnat du monde qui se dispute en ce moment à Malines, en Belgique. Sport automobile, Niki Lauda vient d'annoncer qu'il va prendre sa retraite. Il abandonnera la compétition, mais seulement à la fin de cette saison, et il reste encore 5 Grands Prix à disputer. Dès demain, il s'alignera au départ du Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Zandvoort, et c'est le Français Alain Prost qui partira en tête. Il a réalisé aujourd'hui le meilleur temps aux essais, ce qui lui donne la possibilité de revenir à la première place du classement pour le championnat du monde des conducteurs. Michel Drey. Alain Prost a hier réalisé le meilleur temps des essais de ce Grand Prix d'Autriche à plus de 250 km de moyenne. Décidément, ça va de plus en plus vite pour les Formule 1. Aujourd'hui, un violent orage, après 10 minutes d'essai seulement, a empêché ses principaux rivaux d'améliorer la performance du Français. 2 pilotes ont réussi tout de même à se placer pendant cette courte période. Michele Alboreto sur Ferrari passe de la 10e à la 5e ligne, mais à plus de 2 secondes d'Alain Prost. Et Nigel Mansell sur Williams, qui établit le 2e chrono de ses essais. Il sera aussi sur la première ligne, à la place de Niki Lauda, 2e temps hier. Le champion du monde en titre a annoncé ce matin son retrait de la compétition à la fin de la saison. À 36 ans, Lauda a remporté 24 Grands Prix, 3 titres mondiaux. Et là, on peut penser que demain, sur le circuit de Zandvoort, où il a débuté il y a 14 ans, Lauda pourrait offrir à ses compatriotes une victoire en guise de revoir. Il l'a d'ailleurs annoncé, dimanche, je vais courir pour gagner. Alain Prost est prévenu. Athlétisme, la 10e Coupe d'Europe des Nations qui se dispute en ce moment à Moscou est un triomphe pour les pays de l'Est. L'URSS et la RDA sont largement en tête après la première journée. Déception pour la France, elle est 8e sur 8. Autrement dit, cela ne peut que s'arranger pour les jours suivants. Ça n'avait pas très bien commencé pour les Français. Dans le 1500 mètres, on espérait une bonne performance de Thiebaud. Malheureusement, la chute du Tchécoslovaque Adamek élimine également notre représentant. Pour la victoire, Steve Cram s'impose sans problème. L'Anglais a battu 3 records du monde cette année. Cram gagne facilement devant Beyer. Au saut en longueur, le soviétique Levski réussit 8,19 m. C'est beau, mais on est quand même très loin des 8,90 m de Bob Beamon. Antoine Richard, 7e couloir au départ du 100 mètres. Richard a souffert d'une angine il y a 48 heures. Il n'est pas au mieux de sa forme. Il ne termine que 5e de ce 100 mètres remporté par le Polonais Voronin à la corde.
Un joli gabarit, Uwe Ohne. Il lance le javelot à 92,88 m, c'est le meilleur lancé. Regardez le visage défait de l'Allemand de l'Est Schildauer et celui tout à fait serein de l'Italien Cova. Dans ce 10 000 mètres, Cova a comme toujours attendu le dernier tour pour s'envoler vers la victoire et saluer encore une fois le public. Champion d'Europe, du monde, olympique et vainqueur de la Coupe d'Europe, le palmarès de l'Italien Cova est impressionnant. 3 paires de jambes, dont une aux pieds nus. Et elle n'est pas comtesse, c'est l'ex-sud-africaine aujourd'hui britannique Zola Budd. Dans ce 3000 mètres dames, elle a mené pendant toute la course. Et dans la dernière ligne droite, regardez-la résister à l'attaque de la soviétique Zaïtseva. Zola Budd gagne d'une demi-longueur. Épuisée mais ravie, Zola Budd, princesse de la piste. À quoi ressemblera l'hommage de César à Picasso? Le sculpteur César réalise en ce moment une commande officielle, un bronze de très grande dimension qui sera installé dans le quartier de Montparnasse à Paris. Un travail qu'il achève en un lieu tenu soigneusement secret, sauf pour l'équipe de FR3 Normandie. C'est donc près de Fécamp que le sculpteur provençal termine avec l'aide d'un fondeur local une délirante sculpture en hommage à Picasso commandée par le ministère de la Culture. César a vu son ami Picasso sous la forme d'un centaure puissant et viril sorti tout droit d'un conte fantastique. On voit le modèle réduit créé il y a 2 ans. L'original présente aujourd'hui peu de différence. Vous savez, moi je suis un instinctif. Il faut y croire. J'ai les doutes que j'ai en moi, mais il y a des moments où j'ai une certitude. Et quand j'ai une certitude, je suis comme les cons. Je fonce. C'est quand je suis au bout que je me suis aperçu que je me suis trompé. Mais souvent, quand je me trompe, c'est mieux que quand je ne me trompe pas. Vis-boulon-engrenage, la statue monumentale, 5 tonnes, se décryptera comme une légende. Pour César, pas d'objet inutile. Il a employé des chardons, des épis de blé, des balais, des pattes d'oiseau. Le torse est à la fois cuirasse et corps ouvert et laisse apparaître des muscles outils et des organes étranges. Un exemple avec le cœur qui est une pendule, laissant jaillir une petite statue de la liberté. À œuvre exceptionnelle, moyen exceptionnel. Fin septembre, il faudra un hélicoptère de l'armée pour enlever ces 5 tonnes de bronze pour les déposer en haut de la rue de Rennes à Paris. Le résultat du tiercé qui aujourd'hui se disputait à Enghien, la combinaison gagnante As 14 et 13, elle rapporte dans l'ordre 788 francs pour 5 francs et dans un ordre différent 157 francs 50. À noter que M. Courtine vous avait donné cette combinaison hier soir. Demain, c'est à Deauville que les chevaux se retrouveront pour le grand handicap de la Manche. Sur 22 partants, M. Courtine vous propose l'As, le 4 qui est son joker, le 15, le 20, le 16, le 10 et le 7. Et puis le tirage du loto, 4, 14, 15, 16, 38, 48, numéro complémentaire, le 34. Enfin, les prévisions de la météo pour demain, dans la matinée, des nuages sur la moitié nord et du soleil sur la moitié sud. Ensuite, le beau temps gagnera du terrain, mais les nuages persisteront sur le nord-est. Les températures, elles resteront élevées, comme celles d'aujourd'hui, environ de 22 à 30 degrés du nord au sud du pays. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22 h. Pour le moment, la soirée se poursuit comme chaque samedi avec Dynastie. Et avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Excellente fin de soirée sur la 3 et à demain. Encore un attentat contre les chrétiens de Beyrouth-Est, 45 morts, c'est la 2e voiture piégée en 4 jours. Affaire Greenpeace, on connaît les coupables, les hommes politiques se taisent et la presse française s'impatiente. Sport automobile, Alain Prost partira en tête du Grand Prix d'Autriche demain sur le circuit de Zandvoort.